bienvenue à toi Jean-Dominique Michel, que j'accueille dans cette émission aujourd'hui. C'est un immense plaisir d'être en ta présence et de pouvoir discuter, partager pendant 1 heure de toutes tes connaissances dont tu nous abreuves déjà depuis très longtemps. Est-il besoin de te présenter? Tu es anthropologue de la santé, domicilié en Suisse. Tu as été un des premiers de qui j'ai entendu des paroles assez fortes concernant la situation sanitaire. Tu es probablement un des premiers à été mis sur le devant de la scène. Au moment où tu avais encore les auras des médias, ça n'a pas duré très longtemps. Maintenant, quand on clique ton nom sur Google, on tombe très vite sur des articles du style qui est-il celui-là qui se prétend un grand spécialiste de la santé alors qu'il n'est ni médecin ni scientifique. Alors vraiment bienvenue à toi, et à travers toi c'est aussi le conseil scientifique indépendant qu'on accueille, parce que tu y es assez souvent, tu y as ton rond de serviette. Tu n'es pas le premier du CSI à venir ici, il y a déjà eu Olivier Soulier, Vincent Pavant, Louis Fouché, et tu ne seras sans doute pas le dernier non plus, parce que les liens qui nous relient sont vraiment très très forts. J'ai eu la joie de te rencontrer et de te serrer la main à Massy le 1er avril. J'avais pas remarqué à quel point tu étais presque aussi grand que moi, si ce n'est même pas plus. Et en plus, le chapeau. Je te laisse la parole, Jean-Dominique. Merci pour ton accueil, Doc. Oui, c'est vrai que c'est toujours frappant de voir les gens en chair et en os, parce que c'est très difficile de deviner la taille. J'ai par exemple pensé qu'Éric Menat était relativement petit alors que c'est un colosse. Louis Fouché, je le voyais grand alors que non. Et puis je te retourne le compliment, parce qu'en fait, dans ces prises de parole précoces que nous avons fait l'un et l'autre, moi je me suis lancé assez vite aussi, parce qu'il n'y avait pas grand monde d'autres qui montaient au créneau. Et puis, parce que de manière assez amusante, ça faisait une 15aine d'années que je travaillais sur la corruption systémique dans le domaine de la santé, avec une masse documentaire absolument faramineuse, et puis le fait de me dire, mais bon sang, j'arrive rien à en faire, ça intéresse personne, et puis je me demande bien à quoi sert toute cette force de frappe que j'ai accumulée. Et puis quand la crise du Covid est arrivée, c'était tellement emblématique de ces processus qu'au fond, je me suis retrouvé à l'avant de la mêlée avec vraiment un fond documentaire à faire connaître. Mais toi, tu as fait partie des premiers médecins en exercice hospitalier à oser dire un certain nombre de choses. Et je me souviens très bien de la première vidéo de toi que j'ai vue où tu tournais en dérision le port du masque, mais à très juste titre. Et le fait de me dire, mais Dieu merci qu'il y ait des gens comme ça qui osent prendre la parole publiquement, essayer de rappeler un certain nombre de choses. Donc c'était amusant qu'on se croise à Massy, parce qu'on s'est un peu dit ça l'un l'autre. Tu m'as dit que voilà, ma parole avait été importante, et moi je t'ai remercié pour la tienne, parce que vraiment ça avait été un gros bol d'oxygène, et je l'avais évidemment énormément relayé de différentes manières. Et toi, tu avais même été plus loin, parce que tu as très vite recueilli toutes des tas d'études concernant le port du masque. En fait, toute ta carrière, j'ai l'impression que tu me dis que toute ta carrière t'a préparé à ce qui arrive maintenant. Je crois que c'est un peu notre cas, nous tous qui nous sommes profilés de manière aussi claire, parce qu'au fond, il y a eu un peu 2 aiguillages. La première, c'est est-ce que j'ai une parole compétente et que je me sens apte à dire des choses intéressantes, pertinentes, voire qui manqueraient dans le paysage. Et puis l'autre, c'est est-ce que je suis prêt à prendre les risques qui vont avec. Et de ce point de vue-là, en ce qui me concerne, j'ai été à moitié naïf, c'est-à-dire que je m'imaginais qu'étant donné l'honorabilité que j'avais patiemment construite en 30 ans en santé publique, et le fait que j'avais été invité juste pour prendre mon petit biotope suisse roman une 50aine de fois à la radio-télévision d'État pour porter des éclairages sur un ensemble de phénomènes de société, mais principalement ceux relevant de la santé, que dès lors que je l'ouvrirais avec une réelle compétence et un ensemble de références sérieuses, je serais plutôt pris au sérieux. Alors, cela dit, j'ai assez vite mesuré que ça partait pas dans cette direction, et puis là, plutôt que de faire le choix soit de me taire, soit d'édulcorer mon propos, et beaucoup de gens m'ont plutôt invité à faire profil bas en disant si tu utilises des termes trop vifs, si tu traites le milieu d'en face de corrompu et d'imbécile, qui sont 2 qualificatifs qui s'appliquent parfaitement. La corruption, c'est le fait d'avoir d'autres intérêts prioritaires que ceux de la population. Et puis l'imbécilité, c'est d'avoir des processus de pensée qui sont trop faibles pour générer des réponses intelligentes dans le réel. Mais
à ce moment-là, j'ai vraiment fait le choix d'aller au front, mesurant très tôt qu'on était en train de basculer dans une dérive totalitaire, et donc se pose la question, et là c'est évidemment des questions de tempérament, des questions de position aussi. Moi j'avais pas de grande position prestigieuse à défendre, mais j'ai vu qu'il y en a qui étaient dans ce cas-là et qui sont quand même montés au créneau, et donc voilà, ça veut dire qu'on y est allé, mais mu par la nécessité de le faire. Et moi j'ai toujours pour repère éthique, est-ce que je vais regretter d'avoir fait ce que j'ai fait, et est-ce que par hypothèse je risquerais de regretter de ne pas avoir fait ce qu'il me semble important de faire. Et puis à partir de là, sachant comme toutes les personnes qui ont une spiritualité qu'on partira avec rien en ce bas monde, que la conscience de ce qu'on aura eu voilà l'intégrité de portée ou non, bah pour moi l'équation était très claire. Donc c'est vrai que j'ai adopté une posture très combative, alors qui m'a valu bien sûr des retours de manivelle assez cinglants. Mais ce que tu disais sur le fait qu'on trouve essentiellement sur Google ou sur Wikipédia des choses désobligeantes à mon sujet, franchement aujourd'hui c'est si c'était l'inverse que ça m'inquiéterait. Tout à fait. Alors, on va rappeler que tu es anthropologue de la santé. Alors, anthropologue, moi, je sais ce que ça veut dire. La santé, je sais ce que ça veut dire. Mais est-ce que anthropologue de la santé te donne suffisamment de légitimité pour parler autant que tu en as parlé en ce moment? Mais si tu veux, c'est amusant parce que je crois qu'en fait, ça me donne encore beaucoup plus de légitimité. Alors, je veux pas faire le prétentieux, mais si tu veux, l'ensemble des sciences élaborées par l'être humain, et il faut rappeler que la science n'est pas le seul mode de connaissance. C'est un mode de connaissance parmi d'autres, mais il y a des compréhensions du monde qui sont non scientifiques, mais qui sont quand même tout à fait pertinentes. On peut penser à la poésie, on peut penser au corpus de mythes, dont Lévi-Strauss a montré que c'était pas du tout des paroles scientifiques, mais que c'était des paroles qui décrivaient des processus fondamentaux du vivant d'une manière particulièrement pertinente. Donc si tu veux, l'ensemble des sciences de l'espèce humaine sont des anthroposciences. L'arithmétique des fourmis ou la biochimie des fourmis ne sont pas les nôtres. Donc en fait, j'ai même tendance à considérer, mais je crois sans exagération intellectuelle, que l'anthropologie est une science qui subsume l'ensemble des autres sciences, vu que tous nos corpus de savoir sont ceux qui ont été élaborés par notre espèce. Et l'anthropologie de la santé, alors on me dit souvent, oui, mais vous n'êtes pas médecin, ce qui est tout à fait vrai, mais il faudra m'expliquer en quoi un médecin est habilité à trouver des réponses sanitaires collectives à une épidémie. Pas ça le boulot d'un médecin, c'est de soigner des gens. Tout à fait, un médecin n'est pas un épidémiologiste. N'est pas un épidémiologiste. Et puis après, les épidémiologistes, ils travaillent avec certains modèles, mais ils ont souvent des compréhensions très fragmentaires de mon domaine d'expertise qui est la salutogenèse. Alors peut-être que je peux faire juste ouvrir une parenthèse, parce que ça me semble particulièrement important, et ça illustre aussi l'avantage de l'anthropologie de la santé. C'est comme tu le sais, toute la médecine s'est élaborée comme en fait une connaissance des maladies. Donc il y a des taxonomies absolument brillantissimes et très très fouillées qui ont été faites, où on définit un certain nombre de pathologies en fonction d'un certain nombre de symptômes. Après on s'intéresse à la pathogenèse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en amont de l'émergence d'une maladie, quels sont les traitements qu'on pourrait proposer à quelqu'un qui est malade pour le faire revenir vers la santé. Mais avec cette hyper spécialisation dans cette direction, la médecine a au fond énormément délaissé le champ de la santé. Qu'est-ce qui génère la santé? Et dans un modèle assez simple, si tu veux, quand on rencontre un stresseur particulier, qui soit existentiel, biochimique ou l'exposition à un agent infectieux, il y a un ensemble de systèmes qui sont mobilisés chez la personne et qui vont définir soit une bascule vers la pathogenèse, le développement d'une maladie, soit une bascule vers la salutogenèse. Et ça, on l'a très bien vu avec le Covid. On a entendu des médecins de plateau dire des imbécilités, mais monstrueuses, notamment celles que, puisqu'il y avait une immunité naïve dans la population, que personne n'avait jamais rencontré le SARS-CoV-2, tout le monde allait tomber malade.